Rico. Audio 2096. Calreco, qui est Calreco ? C'est un podcasteur, tiens, un musicien, tiens, qui vit en l'an 2096. Comment ça se passe à la fin du 21e siècle ? Eh bien, l'idée, c'est de se projeter en imaginant ce que cet artiste pourrait nous raconter de son époque. Je suis donc, depuis environ 9 mois, en train d'écrire un podcast du futur que vous pourrez entendre dans la partie fiction de ces enregistrements audio. Pas tout de suite. Même si on est à 9 mois, je ne suis pas prêt d'accoucher, il va me falloir un peu de temps. Je compose aussi un album musical et j'écris un spectacle, c'est donc un projet artistique pluridisciplinaire. Pour conceptualiser et construire ce projet, il m'a fallu me documenter et je suis parti à la rencontre d'un certain nombre de personnalités pour m'inspirer de leur expertise sur de nombreux sujets. Dans la partie interview de ce podcast, j'échange avec eux sur leur vision du futur, la science, la philosophie, la conscience, la zététique et bien d'autres sujets, notamment la politique, afin que je puisse imaginer ce monde d'après et raconter mon histoire. Le propos est donc artistique et vous l'avez peut-être compris, son fil conducteur, c'est l'antagonisme entre rationalisme et idéalisme, entre matérialisme et spiritualisme. Les mots sont interchangeables dans ce contexte. Et je vous préviens, j'ai fait le grand écart avec mes invités. Mon objectif est de recueillir des points de vue très différents pour construire ma pensée et mon récit et vous les livrer. Je m'appelle Yannick Berger, je suis accompagné à la réalisation par Stéphane Terris et aujourd'hui, nous interviewons Marc Atala. Notre invité du jour sur Calreco est quelqu'un que je connais un petit peu mieux que les autres. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontrait lorsque nous avons réalisé cet entretien. Pour revenir sur la généalogie du projet, je réfléchissais depuis un bon moment à un projet artistique qui puisse convoquer mes intérêts pour la musique, l'écriture, la radio, la philosophie et la science-fiction. Pour résumer, j'ai répondu à un appel à projet artistique émis par le Conseil du Léman en Suisse, appel à projet que j'ai remporté et je suis allé ensuite rencontrer Marc Atala pour lui demander si une résidence d'écriture au sein du musée de la science-fiction d'Yverdon-les-Bains qu'il dirige serait envisageable dans le cadre de la création de Calreco. Donc, à ma grande joie, il a accepté. Cela m'a permis de passer du temps toute l'année dernière à Yverdon-les-Bains, à la Maison d'Ailleurs, le musée donc, pour travailler sur ce projet pluridisciplinaire qu'est Calreco. J'ai donc eu du temps pour fouiner dans les archives du musée, du temps pour échanger aussi sur la science-fiction et bien d'autres sujets avec Frédéric Jacot, le conservateur du musée, qui est aussi auteur de romans. D'ailleurs, Fred, si tu nous entends, spéciale dédicace. Et tout cela m'a beaucoup aidé dans ce processus de création qui continue et pour lequel il semble que je sois embarqué pour un bon moment. Donc j'en profite pour remercier Marc, Fred et l'équipe du musée, le Conseil du Léman, la ville d'Yverdon-les-Bains qui nous ont permis de lancer ce projet que je kiffe grave. Évidemment, j'ai profité de l'aubaine pour aller questionner Marc Atala sur la fiction, sur la science, sur notre rapport à la science-fiction. Donc, Marc Atala dirige la Maison d'Ailleurs, il est écrivain et universitaire, spécialiste de la SF, mais le mieux, sans tarder, c'est une petite présentation de Marc Atala par Marc Atala. Bon, si tu veux que je te raconte d'où je viens, ça risque d'être un peu long, mais dans mon parcours, c'est que je suis né en Suisse et j'ai une double origine. C'est, en fait, j'ai un père qui est libanais et une mère qui est suisse. Et je dis ça parce que, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie a été structurée par une sorte de déstructuration entre Suisse, Liban, catholicisme, protestantisme. Ce qui fait qu'en fait, j'ai fait des études à l'université de littérature. Et en même temps, j'ai fait des études en tant que ce qu'on appelle auditeur libre, c'est-à-dire j'ai suivi le cursus de physique théorique
parce que ça m'intéressait, mais je ne me voyais pas faire ça dans la vie. Arrivé à la fin de mes études, j'ai une professeure qui m'a proposé de faire une thèse de doctorat. Et comme je voulais concilier ces deux intérêts différents, je lui ai dit OK, mais à condition que je puisse associer, disons, mon intérêt pour la littérature et mon intérêt pour les sciences. Alors la physique en particulier, mais les sciences de manière plus générale. C'est là, donc c'est mon premier contact avec la SF, c'est là où elle me propose de travailler sur la science-fiction, qui était une littérature que je lisais pas en fait. Donc j'avais 24 ans, je me dis tiens, pourquoi pas. Je la lisais tellement pas et je la connaissais tellement pas que la première chose que j'ai lue, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est pour te dire que je savais pas du tout de quoi on parlait. J'ai vraiment une formation très classique en fait en littérature. Et donc là, j'ai fait ma thèse sur la science-fiction. Donc je t'épargnerai le titre, comme toutes les thèses, qui est à peu près imbuvable. Mais en gros, j'ai essayé de réfléchir à un modèle de compréhension de pourquoi c'est né au 19e siècle, comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment les textes fonctionnent, ce qu'on appelle une poétique, donc comment, un peu c'est quoi les règles de fonctionnement de la science-fiction par rapport à d'autres genres littéraires. Et puis, j'ai commencé à réfléchir aussi aux conséquences, c'est-à-dire en fait à que peut-on faire avec cette littérature, quelles sont ses possibilités d'interprétation, qu'est-ce qu'elle ouvre comme horizon. Suite à ça, j'ai été engagé à l'Université de Lausanne pour continuer ma carrière académique. Et on m'a proposé de reprendre la direction de la Maison d'Ailleurs, qui est un musée que je connaissais, parce que l'ancien directeur partait. Bon, au début, j'ai dit non. Déjà parce que j'étais parti pour une carrière académique. Après, j'ai réfléchi, je trouvais l'opportunité intéressante, à condition que je puisse y travailler à 50%. Parce que je voulais rester à l'université. C'était accepté de part et d'autre. Et donc, depuis 2011, je travaille à temps partiel comme directeur du musée, où là, j'ai quand même une fonction qui a beaucoup évolué avec le temps, où maintenant, j'ai une fonction qui est à 90% administrative et 10% créative. Ce qui était l'inverse au début. Et puis, parallèlement à ça, je continue à enseigner, à faire des recherches à l'Université de Lausanne sur la science-fiction. Et j'ai affiné mes champs de recherche avec les années, parce qu'aujourd'hui, je me spécialise... aujourd'hui... Pendant pas mal d'années, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les théories de la fiction, c'est-à-dire en gros, pourquoi on écrit des fictions, ça marche comment, ça sert à quoi, pourquoi l'être humain semble tout le temps devoir évoluer dans un monde de fiction, que ça soit de la littérature, du jeu vidéo, de la bande dessinée, du cinéma ou que sais-je. Et je suis assez concentré évidemment sur la science-fiction, même si je me permets quelques petits voyages dans des domaines un peu connexes comme le jeu vidéo, la bande dessinée, et qu'elles ne soient pas nécessairement de science-fiction. Voilà. Donc j'aime bien les nouvelles formes de fiction. Quand je dis nouvelles, c'est en fait récentes, parce que c'est des champs inexplorés ou peu explorés. C'est des champs dans lesquels on peut travailler sur beaucoup de choses. Puis ça me permet accessoirement au musée de pouvoir utiliser mes recherches ou inversement créer des recherches en lien avec ce que j'ai fait au musée. Bon, vous vous en doutez, ça tombe bien, hein. Pour ceux qui suivent un peu Calreco, vous voyez pourquoi il m'a semblé plus qu'opportun d'échanger avec Marc. Tout cela est articulé avec congruence, pourrais-je dire. La science, la littérature, la fiction, le littéraire, le créatif, le scientifique, plus concret, on est un peu dans le sujet. Alors comment, au sein de tes activités, Marc, tu navigues entre ces deux paradigmes ? Disons, déjà, j'ai toujours été convaincu, et mes études m'ont montré que j'avais assez raison, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je crois que l'opposition qu'on fait entre le monde des humanités, on va dire, la littérature en particulier, et le monde scientifique, est héritière d'une conception très 19e siècle. C'est-à-dire où là, on a commencé à spécialiser les savoirs, ce qui paraissait logique dans les nouvelles universités, alors que les savoirs sont complémentaires. C'est juste que la démarche scientifique, elle part du principe qu'elle restreint son champ de vision, quelque part, à des expériences qui sont reproductibles. Et donc, elle est nécessairement et méthodologiquement, quelque part, elle doit méthodologiquement écarter l'homme ou sa subjectivité. Sauf que dans les domaines des sciences, c'est une conception méthodologique. C'est-à-dire, en l'occurrence, je ne pense pas que la physique ou la science soit matérialiste par nature. Je pense qu'elle est méthodologiquement matérialiste. Maintenant, le glissement
vers un matérialisme qui serait, on pourrait dire, ontologique, donc qui n'est plus lié à une méthode de travail, mais qui est à l'essence même des choses, c'est peut-être une déviance. C'est une déviance 19e, 20e siècle. Quand on prend les grands physiciens, qui sont ceux que je connais le plus du 20e siècle, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi matérialistes que ça. Mais que dans leur travail, finalement, ils le sont, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Pour la littérature, c'est évidemment un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette recherche d'une reproductibilité. Ouais, c'est même l'inverse. Hein. Si deux romans sont les mêmes, on se pose des questions. Donc c'est évidemment un domaine qui va, disons, mettre le focus sur la non-reproductibilité, donc la subjectivité. Mais là, presque méthodologiquement. Dans le sens où s'il y avait 2 fois le même roman qui sortait, ou 2 romans qui se ressembleraient, on trouverait ça un peu cheap. Donc pour moi, on est dans 2 méthodes d'appréhension d'objets au sens large du terme, distincts. Le monde reproductible pour les sciences de la nature et le monde non reproductible, donc subjectif, donc le monde de l'homme, pour la littérature. Et donc il n'y a pas d'opposition, il y a 2 visions différentes, et le monde, il est à la fois reproductible et à la fois pas. Hein, je veux dire, si le monde n'était pas reproductible, on serait quand même bien embêté. Il y a plein de choses qu'on a appris, et on est bien content que ces choses-là soient reproductibles. Donc pour moi, c'est une manière c'est une complexité. Et je me rappelle d'avoir étudié il y a très longtemps... c'était un livre qui s'appelait Les Grecs croient-ils à leur mythe, ou les Grecs ont-ils cru à leur mythe, qui montrait qu'en fait le mythe grec était une forme de vérité. C'est-à-dire que les Grecs avaient une double conception de la vérité. Ils pensaient que la vérité se dévoilait de 2 manières. Une manière, on va dire, rationnelle, ce qu'on appellerait la philosophie, et une manière allégorique ou analogique, on pourrait presque dire, qu'était la question du mythe. Donc il savait que le mythe n'avait pas eu lieu tel quel, mais qu'il exprimait quelque chose de la vérité par le biais de l'image. Et je trouve que pour moi, cette opposition qu'on fait entre sciences de la nature et sciences de l'homme est une opposition qui est en soi fausse. Alors elle est devenue pertinente aujourd'hui parce que justement cette méthodologie a un peu disparu, puis qu'on a l'impression que la physique ne s'intéresse que, voire même réduit le monde à un ensemble de phénomènes physico-chimiques. Mais cette position n'est pas du tout la position de la plupart des grands physiciens, par exemple, qui avaient bien conscience que dans leur travail quotidien, c'était quand même basé sur la reproductibilité. Donc moi, je vois ça comme une complémentarité. Et c'est pour ça que j'aime bien la science-fiction, parce que la science-fiction, finalement, elle s'appuie sur nos connaissances rationnelles du monde, mais pour montrer que par rapport à cette rationalité-là, et ses produits, la technologie en particulier, chaque être humain va l'appréhender de manière différente, et donc chaque roman, quelque part, va pouvoir réfléchir à une appréhension spécifique. Donc on vient complexifier le rapport à la reproductibilité sans pour autant remettre en cause la reproductibilité. Ce qui est dangereux, c'est quand on suppose que tout est que subjectif, alors que non, il y a plein de trucs reproductibles et tant mieux, ou qu'on pense qu'il n'y a rien de subjectif, voire même qu'on réduise la subjectivité à un phénomène physico-chimique, ce qui me pose d'autres problèmes, alors là, plus importants. Et puis là, dans les 2 cas de figure, c'est embêtant. Alors que si on acceptait que ces choses se dévoilent différemment, on serait plus dans une sorte de on se tiendrait un peu tous la main ensemble, disons, parce qu'il y a cette espèce d'appel un peu pascalien, c'est-à-dire on est face à cet univers dont on comprend pas tout, le sens de nos vies, on passe notre vie à le chercher, pas sûr qu'on le trouve, et puis on est tous un peu un peu effrayés face à ces espaces infinis, où, comme disait Newton d'ailleurs, on n'est pas autre chose que des enfants au bord d'une plage qui contemplant l'infinité de l'horizon. C'est-à-dire, on n'est jamais plus que ça, en fait. Et finalement, tous ces savoirs, ils permettent non pas de circonscrire l'horizon, mais de se dire, on comprend 2-3 trucs, quoi. Mais dans une infinité qu'on ne comprend pas. Et donc, je pense que cette humilité du savoir, elle nous permet, en fait, à toutes et tous de bosser ensemble. Et c'est quand on veut tirer la couverture à soi que ça devient embêtant. Et la science-fiction, elle a cet avantage de rappeler que derrière la reproductibilité et les technologies, il y a des appréhensions humaines. C'est-à-dire que l'humain, il appréhende le réseau Internet, il appréhende la traçabilité, il appréhende l'écologie de manière chaque fois différente. Et chacun a un rapport un peu spécifique, un peu nuancé. Et c'est cette somme des variantes qui devient intéressante pour montrer la complexité humaine.
Cette idée que le mythe exprime une certaine vérité par le biais de l'image, c'est très beau et très juste. C'est une conception qu'on retrouve dans le symbolisme, l'hermétisme, l'ésotérisme. Le jeu de tarot, par exemple, est un outil et un langage à part entière. Quand les mots viennent pétrifier les choses et les êtres, quand le mental vient apposer une étiquette sur un objet, il le dépouille de son substrat, le fige dans la forme pour n'en faire qu'une entité aux contours définis par un code finalement très généraliste, que sont les quelques lettres qu'on accole les unes aux autres et qui forment des mots. Comme la particule qui s'individualise quand le chercheur en physique quantique l'observe, le mental examine et fige, c'est son travail, sans lequel nous ne pourrions pas évoluer dans le monde matériel. Mais on a parfois besoin d'un langage plus subtil qui ne se conçoit pas dans la matérialité qui nous sert de socle au quotidien. L'art est aussi une voie de communication et de compréhension différente. La vérité se dévoile par des chemins divers et variés et complémentaires. Et la science-fiction utilise la métaphore, beaucoup. Et c'est un prisme par lequel la SF perçoit l'humain et le monde que Marc Atala connaît bien. J'étais intéressé de voir que dans les théoriciens de la science-fiction, en fait, c'est-à-dire souvent les académiques qui étudient le genre, en littérature, alors qu'on a plus de 100 ans de critique littéraire derrière nous, des outils, des réflexions sur le langage, etc., souvent, dans le cadre de la science-fiction, ces mêmes théoriciens semblaient vouloir faire table rase de ce qui avait été fait avant. Comme si soudainement la science-fiction, c'était une littérature qu'on ne pouvait plus aborder par des notions typiques de l'analyse littéraire, c'est-à-dire langue versus langage, métaphore, etc. Comme s'il fallait développer un appareillage spécifique pour comprendre le genre, et qu'il y avait une certaine fascination aussi chez les théoriciens pour le rapport à la technologie. J'en ai pour preuve le nombre d'écrits, faire de la physique avec Star Wars, comme si la science-fiction, de par sa nature double, alors qu'elle n'est pas double, c'est un texte littéraire, elle devait être abordée par le biais scientifique, ce que tu verrais très bien, par exemple, quand tu vas aux Utopiales, où je pense une table ronde sur deux, c'est un sujet scientifique. Et j'étais profondément révolté, c'est un truc qui m'a toujours un peu accompagné, mais j'étais profondément révolté là contre en me disant, mais en fait, on ne rend pas hommage aux écrivains, en fait, qui utilisent la langue, qui essaient des fois de développer une langue pour exprimer justement ce rapport qu'on a humain à ces choses-là, enfin à la technologie ou aux sciences. Et donc j'ai commencé à réfléchir en m'appuyant sur les théories de la métaphore et en me rendant compte qu'effectivement, souvent, mais pas tout le temps, de nouveau, tout comme en littérature, tout le monde n'utilise pas de la métaphore, on pouvait, dans les grandes thématiques de la science-fiction, je prends les robots, voyages spatiaux, tout ce que tu veux, on pouvait trouver ce qu'on appelle des métaphores. C'est-à-dire, parce que la métaphore, dans l'approche que j'ai, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire, c'est à la fois ce qu'on appelle une image impertinente. C'est-à-dire, en fait, on crée une image qui ne fonctionne pas. On va dire au niveau ontologique, l'homme est un loup pour l'homme. Non, l'homme n'est pas un loup, c'est un homme. Le loup est autre chose. Mais en créant cette impertinence, l'homme est un loup. On pourrait le faire avec un robot. L'homme est un robot. Non, c'est pas un robot, c'est un être de chair. On vient en fait bousculer les concepts avec lesquels on décrit la nature humaine. Dans la nature humaine, l'homme, c'est un corps et une âme, ou un esprit, ou bref. C'est en tout cas pas une pure machine de métal. Mais en créant cette image, je vais commencer à utiliser les propriétés, on appelle ça les SEM, mais les propriétés du robot, machine de métal, produite en série, dans une usine, etc., qu'on va glisser sur l'homme, comme ça. C'est la même chose avec le loup, si c'est qu'on ne sait plus très bien les propriétés du loup qu'on va en fait glisser sur l'homme. Et ce faisant, on vient donner une manière de penser l'homme différemment. Soudainement, l'homme, c'est plus seulement un homme. Voilà, la nature humaine, elle peut aussi se penser, dans un monde industriel par ailleurs, comme étant, on est produit en série, comme les robots. Alors évidemment pas, on est tous différents, mais quelque part, on est produit en série, on fait tous les mêmes boulots, on est formaté dans des travaux, on a tous le même type de rêve, on veut tous une maison, partir aux Seychelles. Enfin, on est une sorte de fabrication de l'humain. On n'a pas d'âme,
comme les robots parce que notre conscientisation, souvent, on la met de côté. Hein. C'est comme si on échappait en permanence à la conscience de soi. Et on l'a vu pendant le Covid, où tout le monde répétait les mêmes trucs sur les réseaux sociaux, comme si on s'approprie des idées qui ne sont pas les nôtres en pensant que c'est nous, en fait, alors qu'en fait, ce n'est pas nous. Donc, soudainement, le robot devient une image impertinente, mais qui devient intéressante pour penser ce qu'est la condition humaine dans un monde industriel. Donc, ce qu'on appelle une métaphore. Et ce qui est intéressant avec la métaphore, c'est qu'elle a deux fonctions. Elle a à la fois une manière de proposer des nouvelles images pour penser l'être humain, ou le monde, voilà. Aujourd'hui, une métaphore qui marche bien, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. On passe de plus en plus de temps sur le réseau connecté, donc ça devient une image intéressante qui peut montrer que sur les 6, 7, 8 heures par jour, sur les moyennes européennes, pendant ces moments-là, notre corps, c'est qu'une interface. C'est la connexion entre notre esprit et une simulation informatique qui fonctionne. Donc le corps, il est immobile, à part les pouces. Et donc, ça devient une image qui dit, tiens, si tu passes 6 heures par jour dans des réseaux simulés, finalement, tu deviens presque une sorte de logiciel qui se balade entre les logiciels. Donc, c'est une bonne image. Impertinente, certes, puisqu'on n'est pas des IA, mais c'est une bonne image pour parler de ce truc qu'on vit tous les jours. Donc, ça a deux fonctions. Un, ça redécrit autrement la condition humaine. C'est ce qu'on dit souvent sur la métaphore. Elle permet de décrire autrement le monde. L'amour, ce qui est impossible à penser pour nous, mais l'amour avant la notion de flamme amoureuse, qui est une métaphore, il n'y a personne qui pense l'amour comme on le pense après. C'est cette espèce de délire, ça nous prend, ça nous consume, ça nous brûle. Avant la métaphore, ça n'existe pas. Les gens, c'est pas seulement on en parle autrement. C'est radicalement différent. Un Grec n'aime pas sa femme comme nous, on aime nos femmes ou nos maris. Enfin, impossible. Il n'a pas les outils pour penser ça. Et c'est ce qui fait que c'est la partie qui m'intéresse le plus après dans la métaphore, mais qui est plus compliquée à défendre aujourd'hui. C'est une partie qu'on pourrait dire ontologique, c'est-à-dire en fait, elle crée le réel. Lorsque je dis l'homme est un robot, je ne fais pas une petite image sympathique pour raconter ça. Je dis, en fait, je crée ça. D'un coup, l'homme se reconnaît comme un robot. Et il peut lutter là contre. Il peut dire, j'ai pas envie d'être un robot, mais ça va être compliqué. Parce que dans un monde occidental comme le nôtre, tout te rappelle en permanence que tu es un robot. Tu vois les mêmes affiches publicitaires que tout le monde, tu regardes les mêmes séries TV que tout le monde, tu lis les mêmes romans que tout le monde. Tu vas dans un salon du livre, tu vois bien les auteurs qui sont mis en avant, et bam, on te robotise. C'est-à-dire on te fonctionnalise tous les lecteurs qui vont faire la queue pour aller signer leur livre de Houellebecq, mais qui vont délaisser les auteurs de genre connexe. Donc soudainement, je me rends compte que je suis devenu un robot et que je peux lutter. C'est pour ça que les robots de la science-fiction se révoltent. Je peux lutter contre ce truc-là, mais purée, est-ce que ça va être compliqué parce que tout te rappelle en permanence que tu es un robot. Tout le temps. Donc la métaphore a soudainement cette dimension ontologique où elle crée le réel. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas la flamme amoureuse, l'amour avant Ronsard, ça ne peut pas être cet amour-là. Impossible. Parce que le concept n'existe pas, parce qu'on ne peut pas penser l'amour comme ça. Et c'est là où j'accorde beaucoup d'importance à la fiction, à la littérature en particulier. Parce que soudainement, elle devient un outil symbolique, avant-gardiste parfois, pour créer le réel. C'est-à-dire pour nous aider à comprendre que quand on est sur nos téléphones portables, nous sommes des IA. Et donc soudainement, si je me rends compte de ça... et c'est là le but pour moi de l'art et de la littérature en particulier. Si je me rends compte de ça, je peux l'accepter. Je peux vouloir être comme ça. J'ai le droit de vouloir être une IA, finalement. C'est-à-dire de me débarrasser de ma chair. C'est un choix, mais au moins c'est un choix. Ou je peux vouloir lutter. Alors si on prend des mecs comme Damasio, on voit bien que toute son écriture va chercher à nous faire lutter contre ça. Mais évidemment, on pourrait tout à fait imaginer l'opposé. Il n'y a pas de raison de choisir. On peut vouloir tomber amoureux et mourir dans les flammes de l'amour. Puis on peut dire, ouais, pas sûr d'avoir très envie toute ma vie de galérer. Donc peut-être qu'à des moments,
je prends un truc un peu plus pondéré, disons. Hein. Mais c'est au moins un choix individuel qui est basé sur une certaine conscientisation. Et c'est là où, pour moi, dans mon travail sur la science-fiction et dans tout ce que je fais au musée, je m'appuie là-dessus parce que je trouve que c'est sûrement, selon moi, mais ça ferait hurler les théoriciens de la science-fiction, la plus grande richesse de la science-fiction et de la littérature en particulier, sa capacité à nous éclairer, mais pas juste de manière jolie, pas juste de manière un peu symbolique, mais de montrer ce que nous sommes. Et ça, c'est pour moi le pouvoir de la fiction. C'est cette capacité à venir nous agacer quelque part en nous montrant notre image, qui nous sommes, réellement, pas de nouveau symboliquement, qui nous sommes. Et après, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Alors je peux l'oublier, hein, suicide philosophique à la Camus, comme ça, non, c'est bon, tout ça, c'est n'importe. C'est de la fiction, donc c'est pas important. Je peux consommer en masse, hein, comme ça, ça reste jamais trop longtemps. Dès qu'une idée arrive, elle est remplacée par une autre. Ça peut me consoler. Ma vie, c'est pourri, je suis content de lire ce truc, ça me fait du bien. Bon. Et puis, ça peut nous interroger. Et je pense que tous les grands auteurs alors plutôt, un grand auteur est défini pour moi par sa capacité à nous interroger, par le biais métaphorique ou non d'ailleurs. Mais ça suppose qu'on soit capable de l'interroger. Et on se rend bien compte que dans un monde libéral comme le nôtre, où chaque instant, hein, avec ce qu'on appelle le capitalisme de l'attention, donc chaque instant doit être utilisé pour consommer, il y a un côté antagoniste. Et en fait, comment prendre le temps de se laisser pénétrer par des phrases, les laisser vibrer en nous, etc., si ces phrases sont tout le temps remplacées par un million d'autres trucs. Et c'est pour ça que pour moi, le fait d'être dans un musée, de diriger un musée, c'est cool. Parce que quand tu rentres dans un musée, tu as un espace-temps un peu spécial qui fait que pendant le temps de ta visite, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures, bon, pas souvent, t'as le temps. Le temps est plus le même. Et d'un coup, tu peux rester 1 heure devant un tableau. Ça arrive pas souvent, certes, mais tu peux. Parce qu'il n'y a pas de sollicitation autre. C'est un de ces rares lieux, c'est comme dans les cimetières, finalement. Hein, c'est un peu ce que Foucault appelait les hétérotopies. C'est-à-dire que tu t'as pas de pub qui arrive, t'as pas ça, en fait. Alors que partout ailleurs, sur ta TV, t'as des pubs, sur ton YouTube, t'as des pubs sans fin. Tu peux upgrader en pro, mais tu payes pour pas avoir de pub. Dans un musée, t'as pas ça. T'as qu'une expo. Et donc, tu peux te laisser toucher par ces choses-là avec ta temporalité à toi. Normalement, c'est comme ça qu'on est face à un roman aussi. Hein. Mais comme le roman, tu le lis toujours dans un contexte spécifique, forcément, tu vas être perturbé par plein de trucs. Ouais. Bon. Donc, c'est ça un peu pour moi. C'est pour ça que la métaphore, elle est intéressante. C'est on a le temps de se voir à travers elle, de nouveau, comme on est. Et c'est souvent un peu agaçant, d'ailleurs. On aimerait bien pas être ça. Et je pense que la science-fiction a cette capacité de nous montrer que nous sommes devenus, et tu vois, encore, on revient à cette opposition science humaine, science naturelle, c'est n'importe quoi. On est devenu l'émanation du paradigme. C'est-à-dire qu'on se vit comme des paradigmes. C'est-à-dire, on se dit non matérialiste, mais est-ce qu'on traite vraiment les gens de manière empathique, par exemple ? J'ai pas l'impression que le monde professionnel, par exemple, traite les gens de manière empathique. Je suis même pas sûr que dans les relations amoureuses, l'exemple évidemment ultime de ça, mais après ça ferait hurler peut-être les gens qui me verraient comme un mec un peu rétrograde, mais quand tu prends l'exemple de ces applications de rencontres comme Tinder, tu vois bien qu'on n'est pas du tout dans une démarche autre que matérialiste. J'aime pas, je swipe, je change, je prends, c'est pas super, je change, et puis il y a une sorte de marché de la séduction basé sur un malheur quand même, c'est-à-dire je suis tout seul, je vis mal la solitude. Ça pourrait être marrant de se poser la question de pourquoi on vit mal la solitude. Mais non, alors, donc je vais chercher du réconfort, puis je l'achète. Puis je l'achète à une appli. Et puis si ça n'est pas suffisant, je transite. Et en même temps, tout est renforcé par le monde, parce que si tu abordes quelqu'un dans la rue, tu as une chance sur 2 aujourd'hui qu'on te taxe de misogyne, de machin, d'harceleur. Donc tu es emmerdé. Donc tu peux... En fait, finalement, tout est revenu à ça. Et donc, même ces sciences de l'homme sont devenues finalement... pas les sciences de l'homme, même l'homme se retrouve dans ce truc un peu matérialiste, où si ton conjoint te dit « écoute, je suis pas bien », combien de gens disent « prenons le temps d'en parler ». Tu dis « mais au bout de 2 mois, tu dis ça, puis après 2 ans, tu écoutes, tu m'emmerdes ». Et puis si on t'emmerde vraiment trop, tu changes, hein, parce que tu as assez de pièces de rechange autour de toi, en fait. Donc, tu vois, pour moi, quand la science-fiction dit « vous êtes devenus des robots », elle te donne une chance immense, en fait. Et c'est pour ça que tu vois, ce truc du matérialisme, moi, j'ai une éducation un peu old school comme ça, puis en même temps,
où j'ai été éduqué à la transcendance, comme ça. Et je trouve ça extrêmement beau, même si j'aurais de la peine à définir mes orientations religieuses, par exemple. Mais je me dis, mais à quel moment on a préféré se dire qu'il n'y avait rien, quoi. Alors que toute notre vie est un miracle permanent, tu vois. Qu'il y ait un dessin intelligent ou pas, on s'en fout un peu finalement, mais au moins de voir ce miracle-là me paraît être fondamental. Ben non, le miracle de la rencontre, il est, tu vois, aujourd'hui, bon. Le miracle du boulot, t'oublies. Enfin, donc tu te dis, en fait, on a matérialisé le monde. Et la science-fiction, quand elle dit, vous êtes des robots, elle nous dit pas grand-chose d'autre que ça. Mais après, elle nous pose comme une question implicite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On accepte le truc ou pas sûr? Et puis, bizarrement, la société fait qu'on l'accepte. Est-ce que le fait de prendre conscience, grâce à la métaphore par exemple, que nous sommes les exécutants de programmes au sein de la matrice, des programmes que nous suivons sans clairvoyance ni recul, de manière compulsive en nous identifiant à eux, conscientiser cela peut-il changer nos vies ? À partir du moment où l'on s'extrait de nos schèmes mentaux répétitifs pour tenter de se rapprocher de l'essence de notre être, ne sommes-nous pas destinés à emprunter un chemin de connaissance de soi qu'on pourrait appeler chemin de sagesse ou quête de vérité, celle de Néo dans Matrix ? Ou peut-on faire le choix de Cypher, l'ange déchu, l'agent double, l'instigateur de la dualité ? Aurait-il comme prénom Louis, Louis Cypher, Lou Cypher, Lucifer, que ça ne m'étonnerait pas. C'est drôle, je sais que ce steak n'existe pas, je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Au bout de 9 ans, vous savez ce que j'ai compris ? Les ignorants sont bénis. Alors est-ce que je retourne dans la matrice ou est-ce que je me révolte ? J'aime à croire que lorsque l'on sait, on ne peut plus reculer. Non, je pense que c'est pas compliqué. Je pense même justement que c'est... tu vois, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est que tu reviens dans mais c'est ce que Camus appelait le suicide philosophique. Je pense que c'est très facile d'oublier. Alors par contre, je pense que tu as toujours une petite saveur qui reste de ta conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une connerie de manière innocente, bon, voilà, ça reste pas. Mais quand tu te rends compte que tu utilises, par exemple, les gens, bon, ça veut pas dire que parce que tu t'es rendu compte de ça, c'est fini. Tu vas sûrement continuer parce que, bon, et ça lutte aussi quand même un peu intérieurement. Par contre, tu as ce petit truc qui va te dire, ouais, quand même, quoi. Tu as une sorte de peu de fierté comme ça. Par contre, je pense que tu peux replonger. C'est-à-dire, je crois même que c'est très compliqué de faire vivre notre conscience. Et ce qui est bien dans une société de la consommation, c'est que tu as 1 million de moyens de replonger, quoi. Alors avant, enfin je dis avant, mais c'est toujours le cas maintenant, l'alcool ça marche par exemple. Hein, tu vois, je noie ma conscience. Après, elle revient tout le temps, hein. Mais je la renoie à chaque fois. Donc voilà. La drogue, idem. Mais tu peux noyer ta conscience dans les femmes ou les hommes. Tu peux noyer ta conscience dans la famille. Tu vois, tu t'oublies en tant qu'individu. Il n'y a plus que la famille qui compte. Dans le travail. Enfin, donc les sources d'addiction, c'est-à-dire on pourrait presque se dire peut-être que l'addiction n'existe pas. L'addiction n'est pas autre chose qu'une manière systématique de noyer notre conscience. Elles sont multiples, en fait. Se fuir, c'est un truc très humain, hein, finalement. Donc pour moi, la conscience, c'est une fois que tu l'as, même si ça a duré un éclair, c'est un sacré boulot de la garder. Par contre, je pense effectivement qu'elle te quitte jamais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, elle revient périodiquement. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça, oui. Mais je suis assez convaincu que pour l'avoir vécu aussi 1000 fois, il y a plein de fois où je dis, ah là, franchement, c'est pas bon, là. Et tu trouves des excuses, tu as toujours des potes qui disent que tu as raison. Enfin, donc je pense que c'est une vraie lutte. Et c'est vrai que tu parlais de la révolte. Quand j'ai lancé Révolte, il y avait un peu cette idée que, en fait, la première révolte, c'est contre soi. C'est-à-dire, rester en mouvement, c'est aussi parce que tout nous sclérose en permanence. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus les habitudes sont épaisses, en fait. Et plus c'est compliqué. Et moi, j'ai souvent des discussions avec des gens, parce que je parle avec tout le monde tout le temps, là, où je pense que la conscience, ça fait peur aussi.
C'est quelque chose qui est... ça peut être très douloureux. Quand tu vois que quitter aujourd'hui, c'est à 80%, et là je pense que je suis encore sympa, influencé par d'autres paradigmes qui sont tes parents, par exemple, et puis que c'est compliqué de remettre en cause tes parents qui t'ont donné la vie. Puis tu dis, ouais, mais bon, en même temps, t'es pas là pour reproduire, quoi. Puis tu dis, ouais, mais bon, voilà, en même temps, c'est cool. Puis tout le monde se fait happer par ce truc-là, en fait. Après, tu dis, mais merde, je pensais jamais que je dirais ça à mes enfants, quoi. Parce qu'on me l'a dit, puis je pensais que ça serait jamais. Puis tu dis, à un moment, tu te dis, puis qu'est-ce que tu fais? Moi, ça m'est arrivé plein de fois avec mes gosses, je me dis, non, mais sérieux, je me suis toujours dit que jamais je ferais ça. Puis maintenant, je fais quoi? Je me dis, c'est bien, donc je reproduis un peu content. Je me dis, bah, faut que je lutte. Puis moi, j'ai plutôt tendance à lutter, mais ça m'épuise, ça me fatigue. Tu passes pour un timbré. Hein. La plupart des gens disent, mais pourquoi tu. C'est bon, tranquille, il n'y a rien de. Donc, non, je pense que c'est la révolte, elle est d'abord là. Elle est comment rester soi-même en mouvement et jamais s'enliser. Et ça, je crois que c'est quasi impossible. Et peut-être parce que c'est impossible, ça vaut la peine d'essayer, quoi. Tu vois, mais sinon, non, je pense que vivre en conscience, je sais pas. Si tu arrives à augmenter un peu, c'est cool, quoi. Tu vois, pour moi, je verrais plutôt ça comme ça. Tu vois, quand tu te rends compte que tu instrumentalises un peu, mais même pas méchamment, en plus, tu n'as même pas réfléchi. Mais quand tu instrumentalises un peu les gens, parce que tu les utilises pour ton propre profit, dans un monde capitaliste, c'est peut-être pas étonnant. Mais c'est compliqué après de t'interroger sur chaque relation humaine que tu as. Ça te prend un temps malade. Puis après, tu rajoutes l'écologie, puis après, rapport homme-femme. Puis mais ça va pas être possible. Tu vois, chacun ses luttes, quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement de surinformation qu'en fait, on sait plus. Moi, je me dis, bon, bah, j'essaye déjà de clarifier 2-3 de mes relations humaines. Voilà. En plus, avec plus ou moins de talent. Hein, et donc de réussite. Puis après, un peu mes relations professionnelles, comment je peux être avec mes collaborateurs, machin, pas sûr d'y arriver très bien, mais je fais un peu... Puis c'est déjà pas mal, quoi. Puis après, un peu de planète, mais bon, un peu de planète, voilà. Puis tu vois, peut-être si je peux acheter moins de trucs, donc je consomme de moins en moins, ça, je me dis ça, c'est un truc sur lequel j'ai du pouvoir, ça va, quoi, ça va. Puis quand je dois acheter quelque chose, je me dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Est-ce que je suis pas en train de me faire happer? Enfin, tu vois, et ça me prend une énergie considérable. Et c'est pas grand-chose en plus. Hein. C'est vrai, on fait tous des allers-retours entre la révolte et la soumission. Mais la conscience au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Possible en tout cas de l'augmenter. Révolte, c'est le titre de l'Expo 2023 de la Maison d'Ailleurs, au passage. Alors oui, il faut être bienveillant avec soi-même parce qu'évidemment c'est difficile, mais plus on revient à soi, plus on creuse profond et plus on a envie de creuser pour s'approcher de sa propre vérité. En tout cas, c'est mon sentiment. J'en reviens donc à mon dada, le travail sur soi comme principe d'existence. Ne serait-il pas la solution ? Et en même temps, moi j'aime bien cette idée de faire des pas de côté et ce que les Américains disent penser out of the box, parce que voilà, comme si on était des box, quoi. Pas de côté, j'aime mieux, je trouve ça plus cool. Enfin, c'est plus dynamique en tout cas. Et c'est que je me dis, et c'est là où je suis souvent en désaccord avec Damasio, en fait, le monde libéral, bon, c'est des stratégies marketing qui fonctionnent très bien. Mais en même temps, si ça marche, c'est parce que ça vient remplir un besoin humain. Sinon, on ne se ferait pas avoir par le truc. En tout cas, moins. Je pense que c'est bien parce qu'on cherche à se fuir en permanence. Ce que l'humanité a toujours fait, hein. C'est bien parce qu'on cherche à se fuir que ça fonctionne, la consommation. Donc ça s'appuie sur un besoin anthropologique pas très glorieux, mais bon, bah, il est comme ça, hein, qui est que, bon, bah, la conscience, tu vois, voilà, bon, pas à petite dose. Et je suis assez pour le fait que les arts et la littérature, elles nous aident à faire regagner un peu sa place à la conscience. Et ça, je pense depuis très longtemps. C'est en fait, chaque livre que je lis ou que je médite, quand je dis médite, c'est pas au sens en mode Bouddha, hein, mais où je prends le temps de le lire et de voir ce qui me touche, j'ai fait un petit pas vers la conscience.
Et puis si je commence à m'enchaîner trop de livres, je recule. Puis si je reprends ce rythme, je reviens. Puis il y a un peu cette espèce d'oscillation permanente entre une conscience, et c'est pas pour rien que dans la plupart des spiritualités, on met une importance considérable à la méditation, c'est de prendre le temps, parce que le flux de la vie et des sollicitations, qu'elles soient extrêmes comme dans le néolibéralisme, ou moins grandes, mais tout aussi importantes, au 19e, ou tu vois, dans un village du 18e siècle, finalement, alors tu as peut-être moins de pubs, mais tu as tous tes voisins qui sont tes potes que tu connais, la communauté, qui te met une sacrée pression de commentaires. Hein. Tous les rituels, voilà. Donc je pense effectivement que les arts ont cette fonction de nous aider. Et aujourd'hui, c'est intéressant ce que tu disais sur la psychanalyse. Moi qui fais des années de thérapie, enfin qui ferai toujours des années de thérapie jusqu'au bout, quoi. C'est qu'en fait, finalement, c'est devenu l'outil grâce auquel on peut travailler sur soi. Et je pense que c'est un bon outil. Mais c'est aussi le symptôme d'une société qui a de la peine à faire que ce travail sur soi existe. Tu vas voir tes potes, tu vas boire un verre, est-ce que tu vas rentrer là-dedans? Un mec sur deux va te dire « Ouais, c'est bon, on va pas se prendre la tête ce soir. » C'est-à-dire, soudainement, le partage humain, il devient un peu réduit, tu vois, à ton psy, quoi. Parce que tes potes, ils sont fatigués, tu vas boire des verres, t'as pas le temps. Ton couple, c'est bon, on va pas se prendre la tête toute notre vie. Moi, combien de fois, bon après, je veux pas, le but, c'est pas de me faire ma 14e psychanalyse de la journée dans ce podcast, mais le nombre de fois dans les relations de couple que j'ai eu dans ma vie où l'autre veut pas se prendre la tête. Et tu dis, mais alors pourquoi on est ensemble? Tu veux pas faire un autre truc? Je sais pas, chacun pour soi finalement. Parce que c'est quoi le but? C'est de sourire, d'aller aux Seychelles. Moi déjà, je m'emmerde aux Seychelles. Bon, je suis jamais allé. Mais je pense que je vais m'emmerder. Et puis s'il n'y a pas ce truc-là, s'il n'y a pas cet échange, genre ouais, par contre, c'est une vision peut-être un peu torturée de l'existence. C'est-à-dire où d'un coup, c'est pas évident, quoi. Tu souris pas tous les jours, des fois tu pleures, des fois t'es mal. Ouais, mais tu t'accompagnes là-dedans. Et moi, quand je vois mes gosses, par exemple, je me dis, j'ai envie de leur apprendre quoi, en fait? Je veux leur dire que le bonheur, c'est d'être amoureux, d'avoir une maison, de sourire à la vie, et puis de fuir les problèmes. Ou je veux leur dire, en fait, les problèmes, t'en auras tout le temps. Tes pensées, tu vas avoir la peine à les contrôler. Moi, j'ai mon fils qui a 10 ans, il dit « Papa, je fais comment? Il se passe toujours plein de trucs dans ma tête. » Tu lui dis quoi? Ah va jouer un moment aux jeux vidéo. Ou tu lui dis on va les prendre les uns après les autres. Puis ça va être compliqué et long. Et puis le pire, c'est que tu le vois, puis tu dis « Je sais que toute ta vie, ça va être comme ça. » Et en tant que ton père, ça me fait mal au cœur. Et en même temps, parce que je peux pas t'aider là-dedans, en fait. Donc je peux te filer quelques outils. Voilà. Et puis tu vas rencontrer plein de gens qui vont dire « Surtout ne t'intéresse pas à ça, prends-toi pas la tête, mais laisse tomber. Allez, viens, on boit l'apéro, puis tout le monde il est content. » Puis c'est vrai. Puis ces questions, elles vont rester. Puis t'as des gens qui diront « Viens, on va prendre le temps de discuter. » Puis ça durera peut-être 6 heures de discussion, puis tu seras peut-être pas mieux, mais tu auras construit un truc là autour. Puis tu seras en plus en permanence dans ta vie amené à choisir entre les deux. Puis il y a des fois où tu te diras « J'en ai marre d'être comme ça », donc tu feras semblant de pas être comme ça. Puis tu vois, tout ça, tu le vois. Et je crois enfin, moi, je suis intimement convaincu que la dignité humaine, c'est cette capacité, et même si toute notre société va à l'envers de ça, de s'interroger. Et du connais-toi toi-même de Socrate. Mais un, c'est compliqué. Deux, le monde entier ne te dit pas faire ça. Enfin, t'as qu'à aller dans une boîte de nuit, puis tu vois que ça marche assez bien. Alors que notre richesse la plus forte, qu'est le néocortex dans une démarche machiniste, mécanique, et l'âme dans une démarche spirituelle, c'est cette capacité à conscientiser. Donc en fait, c'est notre outil le plus fort et le plus puissant, mais c'est celui qu'on passe notre temps à vouloir discréditer et à juger quelque part. Et à juger. Et donc il reste le psy, quoi. Tu vois? Puis moi, ça m'embête d'aller faire trop de séances de psy, ça coûte cher. Et donc, j'emmerde tous les gens qui m'entourent. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de gens qui m'entourent en disant « Mais moi, les discussions superficielles, ça m'intéresse pas. Donc, vous voulez parler de ça? Je me casse. Mais je vous emmerde pas, vous avez le droit. Hein. Mais moi, ça m'emmerde de vous parler, je sais pas, de mes vacances, quoi. Je veux dire, ou de la dernière série que j'ai vue où finalement, on parle du physique des acteurs, quoi. Enfin, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est pas de la prétention, c'est je m'ennuie, quoi. Et alors que je me suis jamais ennuyé dans une discussion sincère.
Même, enfin, jamais, voilà. Donc j'ai ce truc où je... Et que j'essaye de mettre un peu au musée, quoi. Après, c'est compliqué, parce que sinon, au musée, les gens, ils débarquent, puis c'est compliqué d'induire une interrogation. Donc, tu essayes de faire en sorte que ça marche. Mais bon, après, ça marche plus ou moins bien. Parce que ça dépend des gens aussi en face. Donc, tu vois, cette question de choix, pour moi, j'aime bien la métaphore de Matrix. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, tu décides, quoi. Je me rappelle quand j'étais ado, je disais souvent à des gens, enfin, je vivais avec plein de gens, puis on se disait souvent, il n'y avait pas encore Matrix, c'était juste avant la sortie du film, on disait, t'as deux chemins, tu vois, un peu dans la vie, comme ça, bon, c'était un peu... T'as le chemin tout joli dans la prairie, comme ça, et puis t'as le chemin où tu vas te casser la gueule 253 fois, tu vois. Peut-être pour ça que j'aime bien jouer à Dark Souls, d'ailleurs. Donc, où je vais mourir plein de fois, tu vois, tout le temps, puis tu te relèves. Puis ces deux chemins amènent au même point, c'est-à-dire la mort. Donc forcément, je comprends que tu as envie de prendre le machin, la petite prairie, quoi. Franchement, mais tu t'ennuies. Hein, donc moi, je disais, bah, j'aime bien l'autre, quoi. Puis j'étais plutôt entouré de gens qui aimaient bien l'autre. Puis bah, alors évidemment, c'était pratique parce que tu disais, bah ouais, on est tous dans la merde. Et en vieillissant, je me suis rendu compte, que j'ai découvert très tard, en fait, bizarrement, qu'en fait, il y a plein de gens qui aimaient bien l'autre chemin. Et ça m'a complètement déstabilisé. Parce que déjà, pour moi, il est impossible. C'est pour ça que c'est bien Néo dans le film Matrix, c'est que tu vois, il ne peut pas ne pas prendre la pilule. Je ne rappelle jamais laquelle, c'est la bleue, je crois. Parce qu'il n'y aurait pas de film, donc il n'y aurait pas de récit. Et je m'étais dit quand j'ai vu le film, et ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la prairie verte est moins intéressante à prendre ? Parce que tu peux pas raconter d'histoire. Tu peux pas raconter ta vie. Enfin, tu racontes... J'ai fait ces vacances, puis j'ai acheté cette voiture, puis j'ai fait des enfants, puis après on a fait ces vacances, puis en fait, tu racontes rien. Alors que dans le chemin merdique, bon, c'est douloureux, mais tu racontes. Tu racontes et tu te racontes, en fait. Et d'un coup, tu t'en fiches de raconter tes vacances, parce que c'est même pas si important que ça. Ce qui va être important, c'est tes petits cassages de gueule pendant tes vacances, quoi. Tes embrouilles. Et ça, c'est ce qui fait que pour moi, cette pilule de Matrix, elle est intéressante. C'est que sans ce choix de Néo, il n'y aurait pas de film, donc il n'y aurait pas d'histoire. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de plus de profondeur que d'autres. C'est pour ça, certainement, qu'on choisit d'être artiste, pour chercher la profondeur et le questionnement et essayer de les partager. Personnellement, je comprends ce que veut dire Marc, car l'une de mes problématiques intimes a toujours été le fait de ne pas être à l'aise dans les discussions de surface. Il faut toujours que l'échange soit intense. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Moi, j'adorerais pouvoir tenir une soirée à déconner sans avoir envie de refaire le monde. Mais ça, je sais pas trop faire. Ou alors, il faut que je sois bourré. Et comme j'ai pas envie de boire à chaque fois que je vais voir des potes ou que je me retrouve dans telle ou telle situation, eh bien, j'essaye d'identifier les moments qui vont être problématiques, où j'essaye de fuir ces situations quand elles arrivent et que je ne les ai pas prévues. On va pas rentrer dans les questions d'hypersensibilité, de haut potentiel, etc., qui sont des vrais sujets, mais qui sont assez vastes et qu'on ne peut pas évoquer comme ça. Il y a des podcasts et des chaînes YouTube dédiées, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter une oreille et un œil. Et puis, de toute façon, tout le monde a un talent, tout le monde est haut potentiel en quelque chose. L'idée, c'est d'en prendre conscience. On y revient toujours, la conscience de soi. Bah moi c'est... Enfin, pas forcément que je suis d'accord avec ça, mais j'avoue que c'est très compliqué pour moi parce que à force, et pour ça, avant je parlais de lutte, c'est ça, à force d'être confronté avec ce, tu vois, dès que tu as des enfants, bon, tu changes de catégorie anthropologique, hein, c'est que tu deviens parent. Et tu vois, t'as coché la case, quoi. Je peux me reproduire, mes gènes sont contents. Donc voilà. Puis d'un coup, tu as ce truc, moi je me rappelle que la paternité c'était infernal, tu te retrouves avec une responsabilité de malade, et tu dis, comment on va faire, quoi. Pas pour... Enfin, juste pour coexister, quoi. Et surtout dans un monde où effectivement on met des étiquettes, tu parlais d'hypersensibilité HP, moi je sais qu'avec mes enfants, il y a toujours des trucs comme ça qui sortent. En plus dans le système scolaire en Suisse, je sais pas ce qu'il en est en France, mais je pense que c'est pareil. En fait, il faut diagnostiquer très vite. Moi, ma fille, elle a 5 ans,
elle écrit pas encore bien, bon, même pas bien du tout. Il faut qu'on la diagnostique, quoi. Neuropsy, machin. Et moi, je catégoriquement contre. Je dis, mais elle me dit, ouais, peut-être qu'elle est. Peut-être qu'elle a un problème. Je dis, ouais, peut-être, ouais. C'est vrai. Le problème, c'est que si on lui met une étiquette maintenant, bah, le problème, il sera tout le temps là. Et puis, de toute façon, et en plus, ça ne changera pas le fait qu'il va falloir quand même qu'elle appréhende ce problème, qu'elle sache se vivre, ça. Et je vois à quel point c'est rassurant. En fait, c'est pour ça que quand on parle de la pilule, j'entends la peur. Moi, quand il y a quelqu'un qui me raconte rien, ou qui resterait factuel ou superficiel, ce que j'apprends maintenant, parce que je le voyais pas avant, j'étais beaucoup plus un peu chiant comme ça, mais je me dis, mais en fait, t'as tellement peur de toi, quoi. Ça devient un refuge, c'est très pratique, en fait. Donc, quelque part, il y a une partie de moi qui jalouse un peu ça, en me disant, ah, c'est quand même assez bien de... Parce que c'est chiant de plonger. Alors, c'est vrai que j'ai un métier que je ferai pas toute ma vie, je pense, mais j'ai un métier où j'ai un peu cette chance de pouvoir me dire, ah ben je vais pouvoir essayer de sublimer, dirait Freud, hein, on peut sublimer ces trucs-là dans une expo, donc dans la beauté. Enfin, ce que j'estime être beau, disons. Et c'est assez... C'est peut-être la meilleure des psychanalyses, c'est-à-dire que d'un coup, tu vois, dernièrement, je me disais, mais en fait, c'est quand même barre. Je viens de vivre 3 ans assez compliqués dans ma vie personnelle, enfin, dans des attaques qui ont été faites, etc. Et je me dis, je fais Monstre, je fais Censure, et puis je fais Révolte, qui était pensé il y a 5 ans. Donc avant, et je me dis, c'est barge comme ça vient résonner. Alors, je vais pas mettre du fatalisme ou je sais pas quoi, je m'en fiche un peu de ça, mais je me dis, c'est quand même étonnant parce que ça fait écho. Et toi, moi, il y a des gens qui m'ont traité de monstre pendant que je faisais une expo sur les monstres. On m'a demandé de me taire pendant que je faisais une expo sur la censure. Et là, j'ai mon père qui vient de mourir et je fais une expo sur la révolte. Tu vois. Et je me dis, bien sûr que je ne dis pas qu'il y a un dessin intelligent parce que là, je m'en fiche un peu. Mais je me dis, mais je fais quoi avec ce truc-là? Comment je vais mettre de l'âme là-dedans, en fait, dans le musée, par exemple? Mais je sais que 99, on dit 90 en Suisse, hein, mais les 99% des gens qui vont venir vont peut-être ressentir ce truc. Tu vois, c'est ce machin, quand tu rentres dans un restaurant, tu dis, tiens, j'aime bien, je me sens bien, mais j'ai pas envie de questionner le truc, je me sens bien. Puis d'autres, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Bon. Puis en même temps, tu te rends compte que toi, tu as envie de nouer le questionnement, tu as envie de nouer le dialogue. Et que c'est pas évident, parce que t'es pas dans le musée tout le temps, parce que le musée, bah, tu as quand même 80% des gens qui viennent le visiter parce qu'il faut s'occuper, tu vois. Donc, ils cherchent pas nécessairement une interrogation. Donc, pour moi, cette espèce de dualité, alors peut-être même, conscience, pas conscience, plongée, pas plongée, scepticisme quelque part. Hein. Quand je suis face à une théorie de moi, est-ce que je la garde ou est-ce que je continue à la remettre en cause parce que je serai jamais qui je suis. Et ça, c'est un truc que je trouve essentiellement central. Et je pense que la fiction nous aide. Parce que les variations de la fiction font qu'elle nous offre plein de manières différentes de nous appréhender. Elle multiplie les scénarios d'existence. Et donc finalement, elle multiplie les points de vue avec lesquels on peut se regarder. C'est l'inverse d'une démarche type « Ah, il ne faut pas se prendre la tête dans la vie », qui est une démarche unique, où tu n'es plus dans une dimension de multiplication des points de vue. Et moi, je me rends compte, j'ai 45 ans cette année, que la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie sont en train de, peut-être pas pour rien que Révolte est intéressante pour moi, sont en train de revenir, de se rapprocher, quoi. Je suis un grand fan de SF et de dystopie. Matrix, The Walking Dead, Terminator, The Last of Us. Je n'ai jamais vraiment analysé le pourquoi. D'aucuns diraient, comme Bégodeau par exemple, que c'est assez louche de se projeter dans des mondes où la condition humaine ne tient plus qu'à un fil, où la domination, la survie deviennent un quotidien. Y a-t-il un plaisir malsain à imaginer l'humanité dévastée
Est-ce rassurant de se savoir en vie dans un monde occidental un peu plus sécure que dans ces dystopies, même si ce monde tend de plus en plus à en devenir une? Je crois qu'il y a aussi un plaisir à projeter un environnement, un monde où finalement tout serait à refaire, tout serait possible, où la charge mentale et les sollicitations de la société de consommation ne seraient plus, et où finalement nous n'aurions plus d'autre choix que d'être pleinement en vie, une sorte de retour à notre condition animale qui mobilise notre instinct de survie avec néanmoins quelques acquis et connaissances du monde d'avant qui nous permettent d'espérer faire mieux que nos prédécesseurs. Bref, je ne sais pas, ça vaudrait le coup de se pencher sérieusement sur la question. Quoi qu'il en soit, on voit rarement des utopies en SF. Au mieux, chez Damasio, par exemple, des dystopies utopiques. Pourquoi ? Ça fait pourtant du bien de se projeter dans un futur enviable. Non, parce que je pense que c'est pas le but de la fiction. C'est qu'en fait, c'est très drôle cette question qu'on me pose souvent, enfin pas cette question comme tu l'as posée, mais cette espèce de paradoxe. Parce que pour moi, ça marche justement dans l'inverse. Je prends un exemple. Je te dis, bon écoute Yannick, on se voit, on discute, je te vois au quotidien, etc. Machin. Et je me dis, écoute, en tant que ton ami, j'ai envie de te dire que je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je te trouve rentrer dans une démarche un peu robotique. Voilà, j'ai l'impression que tes journées sont toutes les mêmes, que tes réflexions, elles s'amenuisent avec le temps. Enfin, c'est un exercice de pensée, hein. Puis moi, j'ai un peu les boules pour toi, quoi. T'as deux réactions par rapport à ça. Tu dis, ah, t'es quand même pas cool. Pour une fois dans ma vie que je vais bien. Ça va. Donc là, je vais me dire, ah, merde, culpabilité, etc. Ou tu te dis, tiens, c'est intéressant. Je vais pouvoir me regarder puis voir comment ça se passe. Bah, pour moi, la science-fiction, elle fait ça. Elle te dit, le monde est noir. Hein. Mais c'est une excuse. Hein. Parce que pour moi, la science-fiction, par définition, elle est ironique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le présupposé derrière ta question. En fait, elle ne nous dépeint jamais le futur. La preuve, c'est que ça, c'est quand tu lis un roman et puis tu dis nous sommes en 2087, tu sais qu'on n'est pas en 2087. Donc tu comprends qu'on est dans une sorte d'artifice qui nous dit quelque chose. Mais encore faut-il savoir quoi. Et puis que la science-fiction, elle va dire si je veux montrer que vous êtes des robots, autant vous transformer en robots. Donc je vais devoir, pour des questions de ce qu'on appelle la vraisemblance, je vais devoir faire en sorte que dans le monde du futur, il y ait des robots, quoi, ou des zombies. Tu vois. Mais c'est un artifice. C'est comme dans l'utopie de Thomas More, on va sur une île très loin. Voilà. C'est un artifice pour dire c'est pas autour de nous. C'est comme si je décale la fiction très loin. Alors dans l'espace pour les utopies, dans le temps pour la science-fiction. Mais ceci n'étant pas autre chose que pour éclairer de manière exagérée le présent. Bon. Donc quand on dit vous êtes tous des robots, c'est pas noir pour moi, bizarrement. Pour moi, c'est plein de futurs désirables. Mais la différence, c'est que ces futurs désirables sont à construire par la subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est bien ça, la responsabilité, c'est répondre de quelque chose. C'est le futur noir, il est déjà là. Le monde dans lequel on vit, il est déjà noir. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu, moi, j'ai de la peine à... C'est quand j'entends un individu de 30, 35, 40, 45 ans, parce que je parle plutôt avec des gens de cet âge-là que des vingtenaires ou des soixantenaires, enfin des sexagénaires, quand j'entends des gens qui mettent en avant ce bonheur et le soleil, là, je me dis, mais vous vous rendez pas compte à quel point le monde se casse la gueule. Mais il s'est toujours cassé la gueule. Mais vous croyez que c'est... Enfin, on voit bien à quel point ce monde est infusé de négatif. Mais c'est la consommation, c'est le rapport interindividuel, c'est le boulot, c'est les burn-out. Enfin, c'est bon, ils sont là, il n'y a pas besoin de... Donc le monde futur peut être que mieux, à condition qu'on soit capable de répondre de ce qui est en train de se passer. Et pour moi, la science-fiction, elle fait ça. Elle nous offre une image de ce qui est en train de se passer maintenant, qu'elle exagère pour qu'on en voit encore plus le côté noir, mais ce faisant, elle nous permet maintenant de mettre en branle le futur. Alors que si je te parle d'un futur désirable, ce que je suis incapable de faire, je vais faire quoi? Je vais faire exactement ce qu'on a dans le roman Stalker, c'est que je vais reprendre des poncifs
On aura compris, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on n'arrive déjà pas individuellement. On aura compris qu'on bousille la planète, donc on aura mis l'accent sur les énergies renouvelables, mais bien sûr que non. Évidemment que non. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, ça fait 20 ans qu'aucun pays occidental ne respecte les protocoles de Kyoto de Paris. Je veux dire, on voit bien qu'on ne veut pas du tout de ça. C'est pas un futur enviable, c'est un futur qui est complètement invraisemblable. D'imaginer que l'espèce humaine a conscientisé qu'elle fout le bordel, et puis que d'un coup elle va... Mais évidemment que non. Évidemment que non. Pourquoi ? Parce que tu dis ça, puis après tu vas sur Zalando, puis tu commandes ton carton qui est arrivé avec un poids CO2 hallucinant. Et donc pour moi, c'est plus tu vas projeter des futurs désirables, plus tu vas utiliser une des fonctions de la fiction qu'on appelle la fonction consolatrice. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas consoler les gens en disant « Regardez, ça ira ». Et en fait, non, ça va pas aller. Tu vois, c'est comme si on te disait « Ah bah, après la mort, tu vas au paradis ». Et que t'as rien besoin de foutre. C'est pas pour rien que toutes les religions ont toujours insisté sur l'éthique personnelle et la morale. C'est-à-dire, tu veux aller au paradis ? Alors évidemment, on peut critiquer ce truc. Hein. Tu veux aller au paradis, ils vont quand même pas merder avant. Hein. Il y a quand même le jugement dernier, il faut pas... C'est en fait, le paradis se construit dans chaque instant de ton présent. Puis bon, comme on se rend compte que l'être humain passe son temps à merder, on met 2-3 stratégies, style, voilà, t'as quand même le pardon, tous ces trucs-là, la confession, puis comme ça va, quoi. Sinon, t'es dans la merde. Hein. Aujourd'hui, tu vois, on est un peu dans une logique relativement... Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour que demain, ça soit le paradis ? Mais on le fait pas. Par contre, il n'y a plus de pardon. Et donc, on te fracasse la tronche à longueur de journée dans les discours politiques comme quoi c'est de ta faute. Et moi, j'ai discuté avec des fois, j'interviens dans ce qu'on appelle les gymnases, donc les jeunes qui, en France, je ne sais plus comment on appelle ça, le lycée, le collège, je sais plus. Enfin, les jeunes qui ont 15 et 20 ans, disons. Je dis, mais le monde dans lequel vous vivez, quoi. Pas le monde dans lequel on vit, parce que c'est le même monde. Mais vous vivez dans un monde où on vous brime vos espoirs en permanence. C'est foutu, les machins... Franchement, c'est compliqué. Hein. T'as 16 ans, faut y aller. Hein. Et donc pour moi, le futur désirable, c'est presque l'inverse. Pour moi, le plus beau futur désirable que je puisse imaginer, c'est celui où chaque instant de notre vie, on se dise, maintenant, on va construire un futur désirable. Là, la science-fiction, elle a pour moi ce rôle-là, mais elle présuppose une lecture particulière. C'est comme si tu lis de la poésie puis tu connais pas la métaphore. C'est-à-dire, comment ça, les poètes sont des albatros ? Tu peux pas comprendre Baudelaire. Tu dois faire cet effort mental qui est de décoder les métaphores pour comprendre ce qui est dit. Bah, pour la science-fiction, c'est la même chose. Il faut décoder le fait que c'est une littérature ironique qui ne fait pas autre chose que de nous parler de notre présent et qui, parce qu'elle présente notre présent de manière noire, nous permet de réagir, hein, de reconfigurer nos émotions quelque part, hein, si on fait un truc un peu abstrait, pour agir et réagir à ce qu'on ne voit pas, d'où l'importance de la conscience, et peut-être commencer à changer. Tu vois, il est là le futur désirable. Il n'est pas dans l'aboutissement. Et c'est pour ça que je suis contre cette idée-là de futur désirable. J'avais souvent parlé avec Damasio, je disais, mais tu dois arrêter avec cette histoire. Les parties les moins crédibles de tes romans, c'est celles où tu présentes des communautés où ça se passe. Parce que c'est pas vrai. Parce que ça se passera jamais comme ça. C'est Aristote qui disait la fiction a une propriété enfin, elle est plus intéressante que le récit historique parce que dans l'histoire, il n'y a jamais rien de vraisemblable. Tout est invraisemblable. Une rencontre amoureuse, bah, techniquement, c'est pour ça que Tinder est un peu embêtant, c'est censé être invraisemblable. Tu rencontres un homme ou une femme et tu dis mais cette rencontre-là, cet instant a changé ma vie. Mais c'est... Ah bah rendez-vous demain soir, machin, bah, c'est une planification, quoi. Tu vois, idem pour les boulots. Moi, quand j'ai des jeunes en entretien, j'adore parce qu'ils arrivent, ils sont méga drillés, entretien, ce qu'il faut pas dire. Je dis, bon, attends, alors, mettons ça de côté. Hein, vous lisez quoi ? Et on fait un autre truc. Parce que je m'en fous qu'ils me disent ce que tout le monde me dit. Donc le monde, il est invraisemblable. Et l'histoire humaine, elle est invraisemblable. Et la fiction, en mettant de la vraisemblance, elle va pas calibrer la suite du monde. Elle va nous permettre de conscientiser un ensemble de choses qui vont nous permettre après, non pas de maîtriser l'invraisemblance du monde, mais de se dire maintenant on y va. Et justement, on va peut-être créer de l'invraisemblable en faisant une action libre. Donc je crois que c'est ça pour moi le pouvoir de la science-fiction. C'est vous êtes des robots, mais non, je suis pas un robot. Et réfléchissons comme tiens ouais ça me parle un peu, tu vois.
J'ai un bon exemple, c'est ce film qui s'appelle Ex Machina, que j'adore, enfin, que je trouve être un chef-d'œuvre de la science-fiction, où la plupart des gens qui sortaient disaient « Ah, faire gaffe aux IA !» Parce que, bon, je sais pas si t'as vu le film, mais en gros, c'est une femme qui est dans un laboratoire et puis qui est testée par un autre type qui veut voir dans quelle mesure est-ce qu'elle est un être humain. Hein, et tout le film est fait du point de vue de ce jeune homme. Et elle ruse avec, et puis après, elle arrive à sortir du laboratoire en ayant tué un des gars. Et tu dis, putain, les IA, c'est dangereux, quoi. Pourquoi tu dis maintenant, vous changez de point de vue? Ce que tous les littéraires font, tu vois. Tu dis, vous changez de point de vue, vous mettez dans le point de vue de la femme. Hein. Vous naissez dans un laboratoire, vous pouvez pas sortir, vous êtes enfermé, il y a un type qui veut coucher avec vous, il y a un type qui tombe amoureux de vous sans vous demander votre avis, et qui veut vous sauver. Vous faites quoi? Et là, d'un coup, tu dis, ah ouais. Bah, vous vous démerdez pour survivre, quoi. C'est-à-dire que vous faites en sorte d'éliminer ces gens qui s'en fichent complètement de vous. Il y en a un qui vous teste, hein, comme dans une rencontre amoureuse. On va te tester un peu. Alors, checklist, comment tu réagis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça. Ah, t'as pas rempli la coche jalousie, je change. Et donc, tu vois, je pense que la science-fiction, elle va nous dire, ah, toi, t'es le robot, hein, toi, quand on fait Ex Machina, mettez-vous à la place du robot, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, le sous-titre du film, tu vois, sur l'affiche originale, Ex Machina, il n'y a rien de plus humain que la volonté de survivre. Donc en plus, on te donne un indice en disant, attention, le vrai humain, c'est elle. Et les gens, ils disent, faire gaffe aux IA. Tu vois, c'est la lecture du film. C'est que si soudainement je comprends ça, je comprends qu'en fait, du moment où on me demande, où on me teste pour l'un, où on veut juste s'accoupler avec moi pour l'autre, parce qu'il y a deux hommes qui... Hein, et ben dans les deux cas, je suis un robot. Parce que dans les deux cas, je suis instrumentalisé, soit pour le bonheur amoureux, soit pour le bonheur sexuel. Mais dans les deux cas de figure, je ne suis pas dans une démarche empathique et amoureuse, mais dans une démarche d'instrumentalisation. Et quelle est la meilleure image pour montrer l'instrumentalisation, c'est-à-dire la fonction à accomplir, le robot. Ça, c'est une métaphore. Et si je vois ça, d'un coup, dans ma prochaine rencontre amoureuse, ou ma prochaine interaction avec ma femme, mes enfants, enfin, bon, là, en l'occurrence, ça ne marche pas avec les enfants. Mais bref, la prochaine fois que je vais sur Tinder, je me dis, mais en fait, j'ai cette chance-là, en fait, pour faire que mon futur amoureux soit plus désirable. Mais pas parce qu'il a une forme, parce qu'il s'appuie sur un questionnement, qui va faire qu'il sera de toute façon un petit peu différent. Et que si je me rends compte que je suis en train de faire une liste, je me dis, ben, en fait, il y a un truc qui ne joue pas. Et d'un coup, je peux dire à l'autre, écoute, je suis en train de te ranger dans une liste, on fait comment? Et parce que j'ai pas envie. Puis tu noues un dialogue extrêmement beau, que tu n'aurais jamais eu sinon, et qui fait que ton futur relationnel sera, je l'espère du moins, si ce n'est plus beau au sens un peu romantique du terme, du moins plus sincère, hein, ouvert sur le partage, en fait. Voilà. Et pour moi, tu vois, c'est ça la richesse de la science-fiction. Et c'est pour ça qu'elle parle, pour moi, jamais du futur. Sauf dans certains courants, comme l'art science, qui est un courant que j'aime pas trop, mais où on essaye, parce qu'il y a cette fascination pour la science. Mais moi, la science-fiction qui me fait vibrer, c'est celle qui me renvoie l'image de ce que je suis maintenant, qui me propose une reconfiguration de mes concepts ou de mes émotions, et qui me dit « à toi de jouer maintenant ». Vous entendez cette musique? Bien sûr, vous l'entendez. C'est le signe que nous sommes arrivés à la question rituelle dans ces entretiens. D'ailleurs, petite parenthèse, la plupart des musiques que vous entendez dans ce podcast, ce sont des bouts d'essai, des tentatives, des petits morceaux de création musicale qui me permettent de tester des sons, des idées, des atmosphères, afin de trouver une voix, une identité, dans ce futur album qui fait partie de ce projet pluridisciplinaire qui est Calreco et que je vous proposerai dans quelques temps. La question rituelle donc, ça ne devrait pas être difficile pour Marc, la prospective c'est un peu son métier. Alors 2096, comment ça se passe? Donc moi en 2096, ce que j'imaginerais, je pense qu'on ne sera pas meilleur au niveau écologique. Bizarrement. Mais je pense que les mouvements qu'on voit aujourd'hui, d'une certaine forme de révolte, comment dire ça, cette révolte, bizarrement, d'un retrait du... Enfin, je trouve que de la nouvelle génération, les gens il y a pas mal de retrait du monde.
des intérêts pour la politique, des intérêts pour ce genre de choses-là. Je pense que c'est une avant-phase de quelque chose. Parce que je crois que, d'abord, on est un peu dans... J'en ai ras-le-bol de ce monde, j'y crois pas. Qu'on verrait plutôt chez les ados, en fait. Mais je pense que cette position et cette posture est intenable sur un long terme. Déjà parce que c'est compliqué de vivre comme ça, à part le suicide, il n'y a pas grand-chose. Mais parce que ça peut être reculé pour mieux sauter. Et moi, je pense que j'aimerais qu'il y ait un développement de la sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on se rende compte qu'on ne va pas aller mieux. Je ne pense pas que l'humanité va aller mieux. Déjà, je ne pense pas qu'on a beaucoup évolué par rapport aux Grecs. Hein. Donc, sur certains points, oui, mais voilà. Par contre, j'ai l'impression que dans les mouvements, on sent effectivement apparaître un type de réflexion aujourd'hui qui était assez proche de celle des années 60. On voit des gens qui en ont ras-le-bol, qui vont se rebeller contre le système, mais évidemment, ils ne vont plus faire Woodstock, machin. Ils vont se rebeller à leur manière, dans un monde qui est quand même très, très dur. Donc, je suis plutôt là-dessus. Je crois plutôt qu'en 2096, on aura des êtres humains qui accorderont un tout petit peu plus de place à leur sensibilité. Et peut-être que c'est un des avantages qu'il y aura de ces multiples diagnostics qui sont pour moi dans une phase un peu préliminaire. C'est qu'aujourd'hui, on ferme. Et peut-être que quand on a été enfermé dans un diagnostic, après, on va rouvrir. Et donc, il y aura peut-être une phase de réouverture de ceux qui ont été enfermés. Ce n'est pas les cadres et plus. Parce que les cadres et plus, ils se sont fait diagnostiquer en étant déjà adultes. Et ils comprennent rétroactivement ce qu'ils ont vécu. Mais les enfants de 5 ans, 10 ans qui sont diagnostiqués, en fait, eux, ils devront à un moment donné faire quelque chose avec ce diagnostic. Et eux, ils devront faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils devront déconstruire un peu. C'est-à-dire accepter qu'ils sont hypersensibles, HP... 10, je sais pas quoi, et dire comment je peux faire quelque chose avec ça, maintenant de constructif. Et c'est peut-être là où, en acceptant une configuration émotionnelle différente, on pourra commencer à construire une émotion différente au niveau social. Donc ça, j'y crois. Je crois non pas au progrès de l'esprit, un peu à la Hegel, comme ça, mais je crois qu'on a cette possibilité, ou en tout cas, je me plais à croire que l'être humain a envie d'être tout le temps un petit peu mieux le jour d'après que le jour d'avant. Le problème, c'est que le mieux est compliqué. Parce que le mieux, si c'est de sourire à pleines dents à la vie, bon, bah, ça, voilà, je ne crois pas trop à ce mieux-là. Mais d'être un tout petit peu, chaque fois, un peu plus proche de soi, je pense que c'est quelque chose qui va amener le mieux. Donc moi, je verrais un lien social qui change. C'est le retour, si ça existait, mais en tout cas, le retour à une forme de partage entre les gens qui osent se dire... Mais pas de manière égotiste, hein, de manière vraiment... parce que je suis intéressé à l'autre, parce que je me suis rendu compte de cette importance de la sensibilité. J'espère et j'espère pas que le capitalisme aura pris dans les dents, parce qu'en même temps, on ne sait pas ce que ça veut dire dans un monde pré-capitaliste. C'est quand même 18e le capitalisme, donc même la révolution industrielle 19e, c'est déjà capitaliste. Donc en fait, un monde avant le capitalisme... Pas sûr qu'on aurait vraiment envie de vivre au Moyen-Âge, par exemple. Hein. Donc, je ne sais pas si j'espère ça. Mais ce que je pense que le nouveau lien social peut mettre en place, c'est en tout cas l'existence d'un contre-pouvoir. Et pour moi, chaque fois que je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, moi c'est plutôt 3 heures, mais à discuter avec quelqu'un, c'est même pas mon intention, mais je suis en train de contrer le capitalisme parce que pendant ces 3 heures, j'ai rien consommé. En fait. Et donc je verrais une sorte d'oscillation comme ça entre un contre-pouvoir, mais qui n'est pas nécessairement une révolte dans la rue, comme ça, que de se rendre compte que des vertus du partage humain, de la discussion, des prises de tête aussi, enfin de l'émotion humaine, dans ce cas-là de constructeur, en fait, de la relation ou des relations. Je suis pas convaincu que dans le cadre de 2096, on sera dans un monde non capitaliste, parce que le capitalisme a une force immense, c'est que, c'est qu'elle comble notre confort. Et ça, on est quand même des systèmes organiques qui cherchons à cet équilibre. C'est-à-dire que d'un coup, le fait que tu aies de l'eau chaude, que tu aies tout à manger, c'est quand même un progrès. On peut pas... Alors évidemment, on pourrait dire « Ah non, il ne faudrait pas ça ». Mais moi, non, c'est quand même assez cool, quoi. Moi, de savoir que mes enfants grandissent dans un monde un peu sécure, je ne suis pas mécontent, disons. Que d'avoir peur tous les jours, qu'il leur arrive un truc, voire d'avoir des courbes de mortalité infantile hallucinantes qu'on retrouve encore dans certaines régions du monde, en fait. En tant que parent, tu n'as pas envie que tes enfants potentiellement meurent avant 10 ans, quoi. C'est pas pour moi un truc négatif. Par contre, je pense que le contre-pouvoir, c'est de se rendre compte que ce confort-là peut aliéner
Et donc, en fait, de revenir à des valeurs qui ne sont plus de l'aliénation. Et peut-être c'est pour ça que Malraux disait que le 21e siècle sera religieux, ne le sera pas. Peut-être religieux dans le sens, dans l'importance du spirituel. C'est-à-dire de revenir à cette idée que, OK, notre confort, il est comblé, cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est un peu ce paradoxe de la démocratie. Mettons le peuple au pouvoir. Mais pour ça, il faut qu'ils soient éduqués, sinon ils vont faire n'importe quoi comme choix. Et super. Donc là, école obligatoire, super, les gens seront éduqués. Puis tu te rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Puis aujourd'hui, tu te rends compte que le savoir, il est attaqué de toutes parts. Et si on pouvait, et ça c'est la responsabilité des enseignants, et si on pouvait remettre de l'intérêt sur le savoir en sachant qu'il a été démonté au XXe siècle. Et si on pouvait retrouver l'intérêt de ces penseurs qui ne sont pas des gens qu'on apprend par cœur ou de ces écrivains qui ne sont pas bien parce qu'ils sont considérés comme bien, mais parce que quand je lis une phrase telle et telle, il y a quelque chose qui se passe en moi et en quoi j'ai suffisamment confiance pour le mettre devant moi. Et donc c'est ça que je vois, je verrais ça. J'espère, mais ça devrait être le cas à chaque instant, d'être conscient des paradoxes. On vit dans un monde de la consommation et finalement, on va tout le temps consommer. Et tout ce que je peux opposer à ça, c'est une conscientisation qu'il y a des choses que je ne consomme pas qui sont pas mal. Par exemple, le partage ou la discussion. Ou la lecture. La lecture, oui, tu me diras, t'as acheté un bouquin. Mais c'est pas très bon en termes de rendement de consommation. Le livre, c'est pas bien, parce que ça prend du temps et puis... t'en achètes pas beaucoup. Et voilà, donc pour moi, 2085, ça devrait être un moment spirituel. Donc tout le reste, le monde, tout ça, je sais pas. J'ai plutôt tendance à penser que non, mais on va pas vraiment changer le monde tel qu'il est parce que le confort, il est comblé. Par contre, je pense qu'on a un enjeu incroyable, mais qui existe depuis Platon, connais-toi toi-même, c'est de continuer cette démarche assez harassante, épuisante, compliquée, qui est d'essayer d'être un peu plus proche de soi-même, quoi. Et parce que pour moi, si tout le monde est un peu plus proche de soi-même, cette communauté de gens un peu plus proches de soi-même, pour moi, ça, c'est le futur désirable. Parce que dans cette force-là, il y a la révolte, en fait. Il y a la possibilité de former un contre-pouvoir. Pas forcément institutionnalisé, mais rien que tu parles 3 heures, pendant ces 3 heures, en fait, t'as pas été sur Zalando, quoi. Voilà. Et si tous les jours tu passes 3 heures, ton capitalisme de l'attention ton économie de l'attention qui cherche à capitaliser chacune de tes secondes, il va perdre. Et si tu te rends compte que c'est quand même cool de parler 3 heures, là, t'es vachement plus fort qu'en construisant une éolienne, quoi. Tu vois ? Voilà. Donc moi, c'est ça mon futur idéal, parce que le risque dans ma superposition d'autres futurs, c'est qu'à un moment donné, je pense que les gouvernements vont se durcir et que ce qui risque d'arriver, c'est que, et on voit cette espèce d'agacement et de violence qui arrive dans les discours politiques, on va imposer aux gens. C'est d'un coup, on va retrouver des formes presque autocratiques, type maintenant, vous n'avez plus le choix, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus ça, quoi. Pour l'instant, les élus sont trop suspendus au vote populaire, et donc à leur fric, et pas du tout au destin de la planète. Donc, ils ne vont pas faire cette connerie-là, mais suivant comment ça avance, on pourrait avoir un pouvoir qui se durcit. Moi, je trouve qu'en Suisse, qui est le pays du consensus par excellence, je trouve que des fois, je suis vraiment surpris de voir des réflexes où je me dis, en Suisse, quoi. Quand il y a eu le Covid en France, pour moi, la France, c'est le pays révolutionnaire par excellence. Les mecs sont restés chez eux, quoi. Moi, je pensais en France, les gars, ils vont faire péter ce confinement, mais en 2 jours, quoi. Et rien. Tu vois, alors t'imagines en Suisse, quoi. Donc en Suisse, il n'y a même pas besoin de confinement, parce que c'était ta responsabilité personnelle. Donc les gens sont restés chez eux. C'est cette phrase de Fahrenheit, du meilleur des mondes d'Huxley. Du moment où tu donnes du divertissement aux gens, ils choisissent leur servitude. Tu vois ? Donc moi, ma peur, c'est ça. J'ai peur que ça s'autocratise, les gouvernements, et qu'on n'ait plus le choix. Puis bam ! Puis la seule chose que j'espère, alors ça c'est plutôt mon futur désirable, c'est pour éviter ça, peut-être qu'on ne pourra pas l'éviter, mais pour éviter ça, c'est ce travail spirituel de Malraux. C'est-à-dire c'est ce travail de l'échange, de développer notre âme, en fait.
Et bien voilà, une belle conclusion, plutôt raccord avec le thème, le fil conducteur de ce podcast, la citation de Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Spirituel, non adossé à la religion, spirituel dans le sens du connais-toi toi-même. Je suis plutôt d'accord avec cette vision. Je remercie Marc, je le remercie beaucoup pour cet échange, encore un chouette moment de discussion pendant lequel on n'a pas consommé, pendant lequel on n'est pas allé sur Zalando ou Amazon, un moment de révolte, quoi. Je remercie aussi nos partenaires sans qui nous n'aurions pas pu démarrer ce projet, la Maison d'Ailleurs, le Conseil du Léman, la ville d'Yverdon-les-Bains et la société Audiovisite. Nous avons choisi de ne pas monétiser Calreco sur les plateformes. La publicité, ça n'aurait pas vraiment de sens. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous avez aimé et que vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous sur Patreon pour du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc très bientôt pour le dernier épisode de cette saison 1. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.